Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Vers 1830, chez Maître Thisonnet, notaire au bourg de Hesse, en Basse-Normandie. Eh bien, au revoir, maître. Préparez l'acte de vente dans le plus bref délai possible, car je suis pressé. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Sombreval. Au revoir. Au revoir, maître. La nuit commençait à se répandre, mais il faisait encore une goutte de jour qu'elle n'avait pas noyée dans son envahissante obscurité. Il résultait de cela un crépuscule qui faisait paraître les chemins plus blancs et les haies plus sombres. Quoiqu'il y eût plus de 20 ans que Jean Sombreval n'eût pas passé par les chemins qu'il enfilait ce soir-là, il ne se trompa point d'un seul pas au coude et au carrefour qui, à certains endroits, courbaient ou étoilaient la route. Jean Sombreval marchait vite. Le fermier du Quesnay, propriété qu'il venait d'acquérir, pouvait être couché, et il désirait qu'il lui remît les clés du château où il comptait passer la nuit. Il était parvenu maintenant à un petit tertre de gazon placé au centre de 3 chemins qui s'entrecroisaient et sur lequel s'élevait, jadis, une croix. Quand il était jeune et fervent, il avait prié devant cette croix. Force du souvenir, il y pensait. Il espérait bien que la Révolution avait jeté bas la pierre. Et de fait, elle l'avait renversée, mais la dévotion des hameaux voisins l'avait remplacée par une croix de bois qu'il aperçut. Il ne s'arrêta point à la regarder, mais il passa devant, de son pas ordinaire, sans le hâter ni le ralentir. Tu t'en vas donc au Quesnay, l'abbé Sombreval. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse me reconnaître dans ce pays. Et il n'y a que Jean Sombreval, l'ancien prêtre qui puisse passer la tête couverte devant la croix du Sauveur des hommes sans y prendre plus garde que la bête qui passe. Tu n'as pas menti, la Malgaigne. Car tu ne peux être que la Malgaigne, toi qui viens de parler, et qui sais si bien qui je suis et où je vais à cette heure. Oui, c'est moi, Jean Sombreval, qui passe et qui vais au Quesnay, à cette terre dont ne voulut personne, où depuis 18 ans mon nom croupissait sous le déshonneur, l'exécration et la honte. Elle m'appartient de ce soir. Ouais. L'as-tu enfin? Est-ce fini? Oui, c'est fini. La chose a eu lieu comme tu l'avais prédit autrefois, la Malgaigne. C'est à faire trembler. Toute ma vie, j'ai espéré que je m'étais trompée et que le démon s'était joué de nous deux. Mais c'est Dieu, plutôt, qui va se jouer de nous d'une manière terrible. Toi, le maître du Quesnay, Sombreval. Aussi réellement que tu l'as vu sous le porche de l'église de Taille-Pied le jour que le tonnerre tomba sur la tour. J'ai passé ma vie à me moquer de cela. Et à y penser. C'est une chose étrange. La pensée en a été toujours plus forte en moi que la moquerie. Et maintenant, tu vois, la Malgaigne, j'ai acheté le Quesnay, moi, Jean Gourgue Sombreval, le paysan, la veste rousse, qui est tant de fois rôdé pieds nus dans la crotte au bord de son étang pendant mon enfance, et qui est tant rêvé la vie des maîtres, en regardant ces murs. Il y a bien de ton ancien orgueil là-dedans. Mais si tu n'as pu faire autrement que d'acheter le Quesnay, au moins n'y vis pas.
Ils disent que tu as un grand esprit et un grand savoir, quoique tu te sois mal servi de l'un et de l'autre, mais croisant la Malgaigne, crois en celle qui tu épargnais bien des fautes, si tu l'avais cru. Ne t'en viens pas dans un pays où l'on se signe quand, par hasard, on parle de toi. Dieu t'a donc crevé les yeux, les oreilles, l'entendement, tout. Tu veux donc vivre dans ton château comme le crapaud sous la pierre. Car je te connais, tu n'as pas changé. Tu es le même qu'il y a 20 ans, quand tu marchas par-dessus mon corps, quand je me mis en travers de ma porte pour t'empêcher d'aller à la perdition. Tu marcherais peut-être encore par-dessus moi, ce soir, si je me mettais en travers du chemin que tu suis. Oui. Rien, tu m'entends? Rien ne me fera changer de résolution. Au revoir, la Malgaigne. Car nous nous reverrons. Alors, Herpin, Sombreval est-il resté au château? Oui, ma femme. Oui, il m'a dit qu'il coucherait au Quesnay, cette nuit seulement. Son intention étant de voir l'état des lieux et de repartir à la pointe du jour demain matin. Et quand s'installera-t-il définitivement avec sa fille? Oh, pas avant une quinzaine. Ah, ma femme, un singulier seigneur que nous allons avoir. Par la sainte messe qu'il a dite autrefois, il vous a un ton de commandement, aussi fier que l'ancien bailli Argot, notre lieutenant général de justice. C'est pourtant, comme nous, un fils de l'ornière, et un plus pêcheur que nous, puisque c'est un défroqué. Faudrait peut-être lui porter du cidre, et du jambon, aussi des draps, avant qu'il se couche. Non, c'est inutile. Quand, sur son ordre, j'ai dévalé de la chambre par les escaliers, je l'ai entendu qui tirait les verrous derrière moi. Alors, il ne vous ouvrirait pas, Blandine. Oh, je l'ai laissé assis à la table où le vieux monsieur du Quesnay nous libellait ses quittances dans les temps. Mais ce qui m'a surpris plus que tout, c'est qu'il a tiré de sa poche un étui plus gros que celui d'une ménagère, et de l'étui une fiole dans laquelle il y avait quelque chose d'épais comme de l'huile et de rouge comme du sang. Et il l'a bu? Ouais, tout, même la fiole, en disant que ça lui suffisait. Eh ben, vous n'avez pas besoin de grand-chose, monsieur Sombreval, que je lui ai dit, pour vous restaurer. Alors il m'a jeté un regard qui m'a ôté l'envie de rire, car après tout, le v'là le maître. Et il ne paraît pas commode, le vieux renégat. Alors j'ai descendu les escaliers lestement, et la bouche cousue. Mais tire-la donc sur moi, allons. Attention les gars, maniez doucement ces caisses. Paraît que c'est fragile. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Ah non, c'est rien. C'est le mobilier de l'enfer. Tiens, là, monsieur de Néou. Ah bonjour, monsieur de Néou. Hé, les fils à Jacques, quel jour attendez-vous vos misérables maîtres? Le Quesnay va-t-il bientôt être infecté de la charogne de votre vieux scélérat de Sombreval? Et attention, voilà notre maître, monsieur Néel de Néou n'avait pas fini cette phrase d'un mépris vomissant qu'un vigoureux coup du plat de la main fut appliqué sur la croupe du cheval. L'animal surpris se cabra, fit cette claque retentissante. En s'élevant, il fit porter la tête du cavalier contre la grille de fer à laquelle il se blessa. La charogne n'est pas encore trop pourrie, hein? Père, pardonnez-lui. Vous voyez bien qu'il saigne et qu'il est à moitié évanoui. Bah, un coup de tête, c'est une correction d'étourdi.
Mais puisque tu veux sauver ce freluquet, que ta volonté soit faite, ma chère enfant. Non, laissez-vous faire, monsieur de Néou. Je vais vous aider à descendre de cheval. Je vous tiens solidement. Et voilà qui est fait. Herpin, de l'eau. Oui, maintenant, tout de suite. Mais Calixte, je te l'apporte pour que tu guérisses le mal que ton père lui a fait. Et avec un peu d'eau, il va revenir à lui. Allez, voilà l'eau. Merci. Et prête-moi ton mouchoir, veux-tu? Je vais le tremper dans ce seau. En apercevant Sombreval, le jeune homme se dressa sur son séant et d'un geste plein de ressentiment fut pour repousser la main qui pansait sa blessure. Mais Calixte, qui vit le mouvement, prit le mouchoir des mains de son père. Et le jeune homme s'arrêta. Il l'a dit lui-même, comme s'il avait vu Dieu. Et il tendit son front à la fille du prêtre. Calixte était moins une femme qu'une vision. On aurait dit l'ange de la souffrance marchant sur la terre du Seigneur. Ah. Merci, mademoiselle. Merci. Et pardon. Pardon plus que merci encore. Oubliez ce que j'ai dit avant de vous connaître. Et moi, je n'oublierai plus que je vous connais. Et que je vous ai offensé. Je garderai mes remords. On ne les garde pas quand on se repent. Et vous ne m'avez point offensé. C'est moi qu'on offense, jeune homme, et non pas elle. Je ne vous invite pas, monsieur, à entrer chez un homme que vous haïssiez avant de le connaître. Il vaut mieux nous quitter comme si nous ne nous étions jamais vus et comme si nous ne devions plus nous revoir. Avec Gourgue Sombreval, la grande grille de la cour du Quesnay sera désormais plus fermée et couverte. Entre chez toi, ma Calixte. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Néel resta le temps de respirer, à voir flotter le châle blanc et briller le bandeau rouge qui cernait cette tête d'un blanc si mat. Puis il s'élança sur son cheval et retourna à Néou avec une pensée terrible. Sombreval était trop vengé, car le jeune homme emportait ailleurs qu'en sa tête une blessure dont il ne guérirait pas. Malgré la force d'un caractère très décidé, malgré tout ce que pouvait être cette jeune fille, pire qu'une bâtarde, fruit d'un crime à ses yeux chrétiens plus grand que l'inceste, il ne se révolta pas. Il ne pensa même pas un seul instant à lutter contre l'ascendant souverain de cette femme vision qui ne disparaîtrait plus de sa pensée. Il voulait la revoir. Il s'acharna dans cette volonté. Il n'aspira plus qu'à rencontrer de nouveau Calixte. Néel de Néou, le fils du vicomte Ephrem, descendant de Néel de Saint-Sauveur, le grand vicomte du Cotentin, amoureux de la fille de Gourgue, dit Sombreval, le renégat et le sacrilège, était une de ces monstruosités morales et sociales dont l'existence lui aurait paru, avant ce moment, impossible. Allez en paix, mes frères. Je n'en crois pas mes yeux. Regarde Néel, qui se trouve parmi les fidèles. Oui, père. Sombreval et sa fille. C'est la première fois qu'ils osent paraître au grand jour depuis qu'ils sont au Quesnay. Ce prêtre défroqué ne craint pas le scandale. Se montrer aussi impudemment dans la maison de Dieu avec le fruit de son crime. Ça ne va pas manquer de susciter l'indignation de nos paysans. Le peuple est naturellement exécuteur des hautes œuvres. Père, contenez-vous, je vous en prie.
Rappelez-vous ce que vous m'avez promis. Oui, ma fille, je serai calme puisque tu l'exiges. Je n'entendrai que ta voix. Qu'est-ce que je t'avais dit? Oh, père, c'est terrible. Il faut que ce calice soit bu, mon père. D'ailleurs, nous serons deux pour le boire. Jésus-Christ but le sien tout seul. Écartez-vous et laissez-moi passer. Monsieur Sombreval, je connais ces paysans. Ils ne sont pas 10 contre 1. Ils sont 200, 500. Tout courageux que vous êtes, vous n'y pourriez rien. Il faut éviter une jeune fille des spectacles qui serait indigne d'elle. Que mademoiselle, votre fille quitte votre bras et prenne le mien. Et je réponds qu'ils se tairont. Ils nous livreront passage. Mademoiselle, vous voulez me faire l'honneur d'accepter mon bras? Le voici, monsieur. Vous venez d'effacer, monsieur, la trace de votre injure de l'autre jour. Partons vite maintenant. Néel de Néhou avait bien deviné ce qui devait suivre. Il était aimé de ces paysans parmi lesquels il avait vécu dès l'enfance. Quand ils l'aperçurent parler, tête nue, au Sombreval, l'étonnement, un étonnement sans borne, leur coupa la parole. Ils ne comprenaient pas que leur monsieur Néel pût frayer avec des Sombreval. Ils s'écartèrent, ôtant leur chapeau, stupéfaits, confondus. Il était près de midi lorsque Néel, Calixte et Sombreval débouchèrent sur une espèce de butte qu'on appelle le Mont-Saint-Jean et d'où l'on embrassait un peu plus bas dans la vallée le Quesnay avec ses bois et son étang. Il fait redoutablement chaud. Il faut se hâter de descendre cette butte. Nous retrouverons de l'ombre en bas. Ce soleil pourrait te faire mal, ma Calixte. Père, voyez donc cette femme en haillons allongée là-bas sur le chemin. Sa respiration est précipitée. Oh mon Dieu, elle va expirer, la malheureuse. Placez ma sacoche sous sa tête, monsieur de Néhou. Voilà. Je vais lui frotter les tempes avec cet onguent de ma composition que je porte toujours sur moi dans un petit flacon. Cela n'a l'air de produire aucun effet. Elle ne remue pas. Et je pourrais la saigner, mais elle est ruinée de vieillesse. Et d'ailleurs, qui sait ce qu'elle a bu et mangé ce matin dans les fermes? Les mendiants de ce pays ne meurent pas de faim. L'estomac est tendu. Mais je la reconnais. C'est Julie la Gamasse du bourg de Soligny. Vous ne risqueriez pas grand-chose à la saigner, monsieur Sombreval. C'est une mendiante sobre. Possible, mais je ne suis pas un vieux chimiste pour rien, jeune homme. Et je crois plus à l'efficacité de mes essences qu'à la vertu du baume d'acier. Si je parviens à desserrer la bouche contractée de la vieille et à lui verser quelques gouttes de mon élixir, tout ira bien. Et voilà qui est fait. Elle ouvre les yeux. Elle est sauvée, mais il était temps. 2 minutes plus tard, la congestion était complète. Eh bien, la mère, comment vous trouvez-vous? Oh, gars! Voilà le grand jour! Mais quelle heure est-il donc? Faut que j'ai trop dormi. Hier, j'étais si lasse. Mais c'est lundi ce matin, et j'arriverai trop tard et au vent, c'est sûr. C'est à si bonne heure qu'ils font leur charité chez les Golville. Dès 10 heures, la porte est fermée, et puis les traînards, ils s'appellent goutte de rien. Oh, mais que je suis bête. Je me croyais sur ma paillasse, et me voilà par terre. Mais où donc que je suis? Oh, mais c'est le Mont-Saint-Jean. Et voilà le chemin de l'église. Ah, mais c'est cette butte maudite que j'ai grimpée à force d'un rond.
et qui m'a tué de lassitude. Mais j'étais donc évanouie. Oui, vous étiez évanouie, bonne femme. Le soleil vous avait frappé sur la tête. Et ce ne sera rien, reprenez courage, vous pourrez marcher tout à l'heure. Et vous en venir au Quesnay, qui n'est pas bien loin, avec nous. Au Quesnay? Qui c'est-il qui a parlé du Quesnay? Il n'y a plus de Quesnay maintenant. C'est une maison morte. Je passe tous les jours à la grille, sans puis regarder si le château s'était effondré dans les temps. Ne disent-ils pas que c'est Jean Gourgue-Sombreval qui l'a acheté et qui demeure avec une fille à lui? Une jeunesse? Oui, c'est Sombreval, la vieille. C'est Sombreval qui veut vous venir en aide et vous donner, quand vous y viendrez, un bon morceau de pain. Je ne veux point de son pain. Du pain de Jean Sombreval, les chiens eux-mêmes n'en voudraient pas. C'est bon pour des porcs, et pas pour des chrétiennes. T'aimerais mieux crever de faim devant sa porte que d'en ramasser une seule miette. Il a trahi Dieu. C'est un Judas. La chaudière de l'enfer bout pour lui. C'est un ancien prêtre. Il y a plus de 20 ans que je l'ai vu donner la communion dans l'église de Taille-Pied. Ah, dans ce temps-là, il passait pour un saint. Et il mangeait des boisseaux d'hostie. Mais il est tombé, comme Lucifer. Et il s'est joint à une femelle. Il s'est retiré au château du Quesnay. Car nous sommes dans un triste temps, où les domestiques ont chassé de ses œufs les maîtres. Et j'ai ouï dire qu'il y vivait avec sa génisse, cette honte vivante, sortie de son flanc. Mais c'est pas vous qui seriez l'abbé Sombreval? Vous priez pour le père et la fille, pauvre femme, au lieu de les maudire. Tenez, prenez cet argent. Ah, c'est donc toi qui es la fille au prêtre. Mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? T'ai-je tendu la main? Tiens! Vois-tu? Je crache sur ton aumône. J'aimerais mieux me couper la main ou la voir tomber à mes pieds, desséchée, que de la tendre à une créature de l'enfer comme toi. Julie la Gamasse, vous êtes une méchante. Vous mériteriez de... Dites-le donc ce que je mérite, monsieur Néel. Alors, je m'en vais au château de Néou. Faudra-t-il que je dise à monsieur votre père avec qui je vous ai rencontré? Oh, cette femme est à moitié folle. Non, elle n'est pas folle. Nous accompagnez-vous jusqu'au Quesnay, monsieur de Néou? Bien volontiers. Alors vous me ferez le plaisir de déjeuner avec nous. Pour que le lien de l'hospitalité soit formé, il faut partager le pain et le sel. Allons. Après le repas où Sombreval fit preuve d'une totale cordialité avec son convive, ils allèrent se promener au jardin et ils virent bientôt au bord de l'étang sur lequel elle flottait la vieille barque des du Quesnay. Néel demanda à Calixte si elle voulait y monter et elle y consentit. Montez aussi, monsieur. Bien volontiers. Oh, soyez tout à fait rassurés. J'ai l'habitude de manier les avirons. À quoi pensez-vous donc, mon père? Vous venez de sourire de votre sourire que je n'aime pas. Tu me regardais, douce fillette. Tu n'oublies donc jamais ton père. Oui, c'est vrai, j'ai eu une pensée absurde et j'ai souri à cette pensée en voyant qu'elle m'avait dominé une minute. Quelle pensée, père? Oh, une impression de jeunesse. Une sottise indigne de loger dans un cerveau passablement construit. Mais je puis bien te la dire à toi qui as la raison même. Et la religion aussi. Une sainte comme toi, ma chère enfant, n'est pas superstitieuse. Je n'ai pas peur de t'inquiéter par ce qui troublerait peut-être un cœur moins ferme et moins pur que le tien.
Ma Calixte n'est pas une fille comme toutes les autres, monsieur Néel. C'est ma non pareille à moi, comme ils disent aux Florides du plus charmant des oiseaux. Oh père, vous me faites rougir. Et votre pensée? Et la voici, puisque tu la veux. C'était il y a bien longtemps, avant ta naissance. Au moment où je commençais d'étudier, de sentir cet amour de la science qui a fait de moi ce que je suis devenu, et qu'il fallait bien que je devinsse, car moi, je ne crois qu'aux instincts. Ils expliquent tout dans la vie. Eh bien, à cette heure-là, la Malgaigne, une femme qui avait pris soin de mon enfance et qui passait pour savoir des choses sur l'avenir, me prédit que l'eau, un jour, me serait funeste. Et cette rêverie de tête fêlée m'est revenue tout à coup, en me voyant ici, sur cet étang. L'idée de cette femme m'est tombée je ne sais où. Et j'ai eu peur. Oui, peur pour toi, ma chère amie. Comme si tu courais un danger, comme s'il s'agissait de lutter contre l'eau, contre le vent, contre quelque chose. Quand il n'y a autour de nous rien qui te menace. Voilà pourquoi tu m'as vu sourire. Je me moquais intérieurement de ma faiblesse. Cher père, ne vous moquez jamais de vos faiblesses. Elles viennent toutes de la force de votre